nos ascendants, les personnes qui nous ont précédés, ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont réglé dans le contexte où elles vivaient, qu'est-ce qui a été transmis à la génération suivante? Est-ce que ça a été transmis avec bénédiction ou avec malédiction? AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est à votre santé. Bon matin à tous, parce que Karima Chedibaou est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin à tout le monde. Psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale. Nous allons parler de ces fameuses constellations familiales ce matin. Constellation familiale et systémique. Systémique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on travaille sur le système. On ne travaille pas sur les personnes, mais on travaille sur les systèmes, c'est-à-dire les interactions qu'il y a entre les personnes qui créent donc ce système familial. C'est comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils ils interagissent les uns avec les autres. La famille est un système. Ben, c'est le premier système dans lequel on se développe. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de constellation familiale et systémique. Beaucoup d'entre vous vont découvrir ce terme ce matin et n'en ont même jamais entendu parler. Alors, il n'y a pas encore de définition, on va dire, posée sur la constellation familiale. Donc, Karima, quelle est votre définition de ce qu'est une constellation familiale ? Alors, ma définition, je vais rester sur comment l'a défini le père des constellations familiales. Après de là, découlé plusieurs types de constellations. Maintenant, on fait aussi des constellations en entreprise sur les différents services, les équipes, et que l'être humain est lui-même une constellation en lui-même, c'est-à-dire entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et comment il agit. Pour moi, mais là, on parle quand même de la thérapie. Alors, là aussi, je mets des guillemets, parce que la thérapie de la constellation familiale. La thérapie de la constellation familiale, on part du principe que la famille est un système et que ce système ne fonctionne pas d'une manière, on va dire, d'une manière apaisée ou d'une manière efficace ou d'une manière où chacun puisse retrouver sa place et trouver son rang. La question de pourquoi est-ce qu'on parle de constellation familiale, c'est-à-dire que là où on se trouve, donc en fait une constellation c'est quoi ? C'est comme les étoiles, c'est comme l'univers, le système solaire, il y a des planètes et chaque planète est à une place. Et chaque planète, elle a son propre fonctionnement qui va avoir une incidence sur le reste du système. Les constellations familiales, c'est ça, c'est-à-dire moi par exemple, je prends mon exemple, moi Karima aujourd'hui, dans mon système familial, avec mes 3 enfants, avec mes parents, mes parents, ma fratrie, c'est-à-dire comment fonctionne ce système. Ce système, est-ce qu'il est équilibré ? Est-ce qu'il est harmonieux ? Est-ce qu'il est conflictuel ? Est-ce qu'il est bloqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du morbide dans ce système où il n'est pas un élan de vie, un élan ou un tremplin à notre évolution, à notre épanouissement, et qui est plutôt quelque chose qui nous ramène à la mort et qui nous ramène dans la pulsion de mort. Donc Bert Hellinger, quand il parle, donc c'est un Allemand, un thérapeute allemand qui était un ancien prêtre catholique et qui lui parle de ces principes dans la constellation. Il parle de l'intrication et l'intrication le terme vient de la physique quantique, c'est-à-dire les interactions les uns avec les autres, les implications des uns avec les autres. Par exemple, vous savez que dans l'effet papillon, c'est l'intrication quantique aussi, c'est-à-dire qu'un battement d'un papillon de l'autre côté du globe va déclencher de l'autre côté un tsunami ou un ouragan ou quelque chose. C'est-à-dire que les choses sont liées entre elles, sauf que là, on ne va pas parler de l'environnement, mais on va plutôt parler de l'environnement familial. C'est-à-dire nos ascendants, les personnes qui nous ont précédés, ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont réglé dans le contexte où elles vivaient, qu'est-ce qui a été transmis à la génération suivante ? Est-ce que ça a été transmis avec bénédiction ou avec malédiction ? C'est-à-dire... On va revenir là-dessus. Est-ce que je l'ai la définition Non, parce que je voulais parler de la thérapie, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle la constellation familiale et systémique, c'est aussi une thérapie, thérapie brève.
Donc voilà, qui est utilisée aujourd'hui, donc pour résoudre quel type de problème? Alors Karima, elle va régler moi j'y crois parce que moi je suis une adepte. Alors c'est devenu populaire, on en parle beaucoup de ces dernières années-là, et notamment depuis la fameuse série, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vue Philippe, sur j'ai le droit de dire Netflix. Ouais, la Netflix. Vous êtes une accro de Netflix. Non, pas du tout. Non, mais il y a des séries. Vous passez vos week-ends sur votre canapé à regarder Netflix, donc. Ça, c'est des préjugés que vous avez sur moi, Philippe. C'est pas gentil. C'était une série sur Netflix. Oui, c'est une série de Netflix, une série turque qui s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Tout le monde en parle, même nous, les thérapeutes entre nous, dans nos groupes WhatsApp. On dit mais t'as vu la nouvelle série? Et en plus, ils parlent vraiment, ils expliquent. Ils parlent en quoi? En français. Il y a une version française? Ah oui, la version française, il y a 2 saisons. Moi, j'ai regardé la dernière saison cet été. Ça s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Ah bon, j'ai regardé ça. Ah non, regardez Philippe, moi j'ai même des patients qui me disent Karima, ou qui m'envoient un message, Karima, c'est ce qu'on a fait en séance, mais ils ont fait une série, mais c'est génial. Donc, parce que moi, en séance, je travaille sur les constellations familiales quand on fait la thérapie familiale, donc les parents, les enfants, ou alors je le fais en individuel, c'est-à-dire avec des petits Playmobil que j'utilise, qui sont des représentants en fait du système. Et ce qui est bien dans les constellations familiales, c'est qu'on peut représenter aussi les morts. C'est-à-dire, on peut dire qu'est-ce qu'ils ont à dire nos parents, nos grands-parents sur notre manière de vivre nous aujourd'hui. Ils sont morts et bien enterrés, et qu'est-ce qu'ils ont à dire et quel est leur impact. Mais c'est-à-dire que la représentation que l'on a de ce qu'ils ont vécu a une incidence sur nous. Sur ce qu'on vit aujourd'hui. Vous m'avez posé la question, par exemple, qu'est-ce qu'on travaille, quel type de conflit en thérapie? Par exemple, le rapport à l'argent. Par exemple, si dans la famille, il y a eu des faillites, il y a eu des dettes financières, où il y a eu un héritage qui a été spolié, où il y a, en fait, les descendants, ça c'est l'histoire des ascendants, les descendants vont reproduire une histoire ou un rapport par rapport à cet argent, par rapport à ces dettes qui ont été contractées, par rapport à cet héritage qui n'a pas été transmis. Et donc pourquoi? Parce que les personnes vivent, à leur époque, elles vivaient ça, et elles ont une manière de le vivre. Et dans leur manière de le vivre, elles ont une manière aussi de le transmettre à la génération qui arrive après. Je vous donne un exemple d'une constellation familiale dans laquelle j'ai été participante, donc représentante. Après, je vais expliquer comment le dérouler. Mais juste pour vous dire, il y avait une dame d'origine, l'ancienne Indochine, c'est le Vietnam, que je ne me trompe pas. Voilà, elle est vietnamienne. Et elle raconte, elle dit, moi j'ai un problème avec l'argent, j'arrive pas, je peux être dans des affaires, dans des investissements, tous ceux qui sont avec moi réussissent et il n'y a que moi, je perds de l'argent. Et donc sa demande de départ, c'était ça. C'est comment je peux garder l'argent que je gagne, ou comment gagner de l'argent tout simplement. Donc et on part avec une question de départ, pas de pourquoi c'est comme ça, mais comment je peux sortir de ça. Comment je peux mettre plus de lumière sur ça? Comment je peux m'épanouir? Vraiment, on pose dans le comment, pas dans le pourquoi. Parce que le pourquoi, on n'aura pas la réponse. Mais dans le comment. Donc déjà, c'est une ouverture. On crée en fait le champ des possibles, la fameuse expression. Et donc, moi, dans cette représentation de constellation, donc on est plusieurs, donc on a la personne, elle est là, elle est spectatrice de sa constellation. C'est-à-dire qu'elle va choisir dans le public, donc on était une vingtaine de personnes, et elle a choisi donc le constellateur, c'est-à-dire le thérapeute qui guide la constellation, lui dit tu vas prendre une personne qui te représente toi. Et c'est là où c'est... et d'ailleurs, les détracteurs parlent de ça parce qu'il y a la question... Alors, attendez, j'ai retrouvé le mot parce que j'ai été chercher le mot scientifique pour ne pas passer pour un truc de Youpla Bloom, là. Mais le mot... Je vais vous dire... Alors, attendez, je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Mais c'est pas... Voilà. Le champ morphogénique. C'est quoi le champ morphogénique? C'est-à-dire que ça vient de la biologie, du biologiste Rupert Sheldrake, voilà, comme ça je dis pas de bêtises, et qui évoque en fait, il désigne en fait le champ énergétique invisible qui relie tous les membres de la même famille et du même système. Et donc il lui dit, tu vas prendre, et donc la personne, elle va choisir une personne qui va, elle se sent attirée. Et comment donc qui va jouer son rôle à elle. Qui va jouer son rôle à elle. Mais c'est pas un jeu de rôle. Alors si, ça vient du psychodrame quand même, de Moreno. C'est quand même un jeu de rôle. Si, c'est un jeu de rôle quand même. Parce qu'on demande à la personne qui va jouer le rôle, on va lui dire, tu écoutes juste c'est du ressenti pur. Du ressenti, ça va commencer à avoir les mains qui tremblent d'un coup. Mais là, le rationnel, on le met de côté. C'est après qu'on fait l'analyse.
D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais c'est quoi ? Il y a des genoux, il y a quoi ? Il y a des démons, il y a des entités. Non, il n'y a rien du tout. C'est simplement le champ. La personne, quand elle se focalise sur l'histoire, son histoire, sur l'histoire de sa mère, de sa grand-mère, et bien forcément, elle convoque toute cette énergie, en fait, ce truc qui est innommable, insondable et intangible. Et donc, elle choisit la personne et lui dit, donc tu prends une personne qui te représente. Et la personne, elle dit, je me sens comme ça. Donc, elle dit exactement ce que l'autre ressent, ce que la personne vit, elle, dans sa vie de tous les jours. Et il lui dit, tu vas prendre ta grand-mère. Et en fait, on a découvert, dans la constellation, elle raconte, elle dit, mais en fait, ma grand-mère, pendant la guerre d'Indochine, elle a été tuée par un soldat, un Khmer rouge. Attends, je suis en train de mélanger, là. C'était pas un Khmer... Bon, en vrai, c'était un soldat. Donc moi, ça m'a sidéré d'ailleurs, il lui dit, tu vas prendre quelqu'un qui représente le tueur de ta grand-mère, quoi. Et vous riez, Philippe, mais vraiment, quand on vit le truc... Je ne ris pas parce que vous vivez le truc. Oui, je le vis. Vous êtes en train de le vivre. Je suis en train de le vivre. Et donc, et en fait, elle a été tuée, elle a été assassinée, et elle a été spoliée. On lui a tout volé. Son argent, ses économies, ses bijoux. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la loyauté invisible de la petite fille, que tant qu'il n'y a pas eu cette réparation du vol, de l'assassinat, donc il y a un pardon qui doit se donner dans le système. Un pardon, une réparation. Donc elle ne va pas gagner d'argent. Et donc elle ne va pas gagner d'argent tant qu'elle n'a... Par loyauté à sa grand-mère. Par loyauté à sa grand-mère. Comment ça se fait ? Ne me posez pas la question parce que je n'en sais rien. Comment ça se vient se greffer ? C'est comme si, en fait, il y a des choses qui sont inachevées. Vous savez, même dans la culture musulmane, quand, par exemple, on est dans une assemblée, on fait toujours une ouverture et une clôture. Dans chaque chose, il y a un début, il y a une fin. Et là, c'est comme si l'histoire est restée ouverte. Et donc, forcément, comme elle est restée ouverte, il y a des choses qui se baladent dans le champ énergétique. Et nous parlons des constellations familiales systémiques aujourd'hui avec Karima Chadibaou. Une constellation familiale, c'est une technique qui permet d'appréhender des liens inconscients entre les membres d'une même famille. Du même système. Le père fondateur qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. Bert Hellinger, allemand, thérapeute et... mais ce qui est intéressant, c'est comment il a été amené à développer sa propre méthode, parce qu'il est parti vivre en Afrique du Sud. Exactement. Il a observé des tribus. Exactement, les tribus, et voir en fait dans ce qui se passe en fait dans le champ énergétique et dans la manière de soigner, de guérir certaines problématiques. En fait, ça fait aussi un peu référence à l'ethnopsie en fait aussi. L'ethnopsychologie ou l'ethnopsychiatrie, sur lesquelles, donc de Toby Nathan, c'est lui qui a développé ça, sur nos ancêtres avaient des traditions, des manières en fait de résoudre certaines problématiques. Vous savez, les fameux, tu prends un peu de sel et tu le jettes derrière ton épaule, des choses comme ça. Donc en observant ces tribus, c'est leur manière en fait de comment ils font famille et comment ils règlent leurs problèmes familiaux, et le système. Et donc il a pris donc toutes ces recherches là, toutes ces observations, et il a mélangé ça avec de la thérapie familiale et systémique, notamment avec Virginia Satir, l'école de Palo Alto, qui parle de la systémie et de l'approche interactionnelle. Il y a ça. Et il y a l'approche aussi de la gestalt thérapie. C'est quoi la gestalt thérapie ? C'est la mise en forme, en fait, c'est une sorte de forme qui est en train de sortir et de se modeler devant nous. Donc, on recrée le système familial et avec des représentants. Et bien sûr, quelques notions aussi de psychanalyse, de l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, qui dit, en fait, nous avons, il y a l'inconscient collectif avec les archétypes, avec ce que c'est que la famille, son fonctionnement et ces images, ces symboles que nous avons tous et avec lesquels nous sommes pétris, notre inconscient est pétri. Et donc en prenant tout ça, donc les constellations familiales sont nées donc avec cette combinaison de toutes ces approches-là et d'observer comment les individus sont influencés par ces dynamiques familiales qui sont inconscientes et transgénérationnelles. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur, par exemple, si on travaille sur le génogramme, donc les génogrammes, le génosociogramme, c'est votre arbre généalogique psychologique et qui est contextualisé, c'est-à-dire dans un environnement donné, si c'était un contexte de guerre, un contexte de famine, un contexte de tremblement de terre, de sinistre, eh bien, il y a une manière aussi de faire famille à ce moment-là face à l'épreuve et face à la difficulté. Eh bien, dans les constellations familiales,
familiale, on va reproduire en fait ce schéma, qu'est-ce qu'il en est resté. Mais on ne travaille que sur les représentations, c'est-à-dire comment ça s'est figé en moi. Parce que beaucoup de personnes vont dire, par exemple, quand on travaille sur, par exemple, les personnes qui ont des pensées suicidaires. Moi, je travaille aussi avec des personnes qui ont, ils me disent, mais je ne comprends pas, tout va bien dans ma vie, tout se passe bien, mais j'ai ces pensées-là qui arrivent. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas à moi. Donc, elle a essayé plein de thérapies. Elle a fait de l'EMDR, de l'hypnose, de la psychanalyse. Il n'y a rien qui fonctionne et on n'arrive toujours pas à comprendre d'où viennent ces pensées-là. Donc, c'est des pensées morbides. Morbides, c'est-à-dire de mort. Ça veut dire que dans son système familial, il y a peut-être un mort qu'on n'a pas honoré. Un mort qui n'a pas eu, on n'a pas fait le deuil de cette personne. Et donc, cette personne, elle est là, on appelle ça le gisant, d'accord, un fantôme. On appelle ça comme ça dans le transgénérationnel. Et donc, ce mort, il va venir hanter en quelque sorte, entre guillemets, les esprits et nos vies. Pourquoi ? Parce que il a peut-être pas eu il a été tué, par exemple, dans la guerre. Il n'a pas eu les offices et les rituels mortuaires que l'on a, et donc selon nos croyances. Et donc, ce mort-là va rester, c'est-à-dire pas lui, lui il vient pas, c'est pas la question de fantôme que lui il va venir hanter tout le monde, c'est pas ça. Lui il est mort et bien enterré. Mais la représentation qu'on en a, c'est-à-dire comment on l'a gardé, soit par des tabous, on n'en parle pas, et quand on vient faire notre génogramme, on voit qu'il y a un trou, et on dit mais qui était là ? Qui était là quand on vient reproduire, dire il y avait cet oncle, cette tante, ce grand-père, cet arrière-grand-père, cette deuxième femme de mon grand-père quand il s'est remarié et qui a fait famille. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retrouver en fait de cette morbidité d'où elle est venue. Donc notre génogramme va nous aider, c'est vraiment dans le travail analytique, nous dire tiens, il y a eu tel et tel événement qui est vérifiable et observable. Si je vais, par exemple, dans les papiers de la mairie ou de la préfecture et rechercher, dire oui, effectivement, il y a eu ça. Il y a eu une attaque, il y a eu ça. Et notamment, il y a une constellation sur laquelle j'avais travaillé aussi, où une personne morte, décédée, on n'en parle pas. Il n'y a pas eu tous les rituels mortuaires et peut-être même religieux, donc une famille de religieux, où cette âme n'a pas été honorée. Et donc, on la porte en nous. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été reconnu. Donc on va s'incliner devant le destin de cette personne. On va honorer son destin en faisant quoi ? Une aumône, une sadaqa, en faisant un repas, en faisant quelque chose qui va permettre d'honorer la mémoire de cet ascendant, de ce grand-père, de cette grand-mère, de cet oncle, de cette tante et de cette personne qui a compté dans le système. C'est valable aussi, par exemple, pour une fausse couche, par exemple. Une fausse couche. Alors, déjà, j'aime pas le mot fausse couche parce que ça veut dire qu'il y a des vraies couches. Bref, c'est pas le mot n'est pas approprié. Et on voit que dans le transgénérationnel, on lui fait de la place. Dans l'ordre de pratique, quand je demande à la personne, mets-moi. Donc, il y a une des règles, l'intrication. Je l'ai dit tout à l'heure. L'intrication, c'est-à-dire les interactions les uns avec les autres. Le deuxième point, c'est le rang. C'est l'ordre de naissance. La place, donc, la place de chaque personne. Dans ce rang, dans cet ordre, il y a, par exemple, la personne me dit, en fait, je suis l'aîné. La personne me dit, je suis l'aîné de ma fratrie, et moi, je sens cette morbidité parce que c'est vraiment dans le champ énergétique. Vous voyez, la personne, il y a quelque chose d'assez pâle, quelque chose d'un peu mortuaire, un peu de morbide. Il n'y a pas cette pulsion de vie, cet élan de vie. Et la personne, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas eu d'enfant avant vous ? Elle me dit, ah oui, mais ma mère, elle a fait une fausse couche. Ah, donc vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas l'aînée, vous êtes la deuxième. La question du rang, l'ordre. La nature aime l'ordre. L'être humain aime l'ordre. Comment ça se traduit finalement ? Ça va se traduire par cette personne qui a du mal à s'engager, qui est plutôt évitante, qui a du mal en fait à avoir une connexion émotionnelle avec les autres. Pourquoi ? Parce que soit donc il y a une fausse couche, c'est-à-dire que la mère n'a pas fait le deuil de ce bébé de cette grossesse qui n'a pas abouti, et donc l'enfant qui vient après, il grandit où ? Il grandit dans un cimetière. Bon, je vais être un peu cash là-dessus, dans le sens où
Là, attendez, l'utérus. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu faire un rituel, honorer l'âme de ce bébé qui n'est pas arrivé, parce que c'est une âme quand même, qui est arrivée mais qui n'était pas. Alors on va lui dire, tu n'étais pas pour ce monde, tu étais pour l'autre monde, et moi je vais vivre le temps qu'il me reste, et toi tu es parti, je te rejoindrai à un moment donné. Par exemple, c'est vraiment une question de loyauté invisible. Et donc, la personne ne s'autorise pas à vivre sa vie. Et dès qu'elle va être dans cet élan de vie... Elle ne le sait pas. Mais ça va se traduire par des comportements, Philippe. Ça, des comportements dans la vie de tous les jours, dans sa manière d'être. Et elle va dire, je n'arrive pas à être heureuse. À chaque fois, je vais chercher l'ombre au tableau où... Non, c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de l'inaccompli. Je n'arrive pas à m'accomplir et à profiter de mon bonheur. Et donc, elle va porter une culpabilité. La culpabilité de vivre. Moi, j'ai survécu et l'autre est mort. Vous voyez, on est vraiment dans la profondeur de l'être. Après, ne me demandez pas comment la personne, elle se crée ça. On n'a pas encore les réponses. Hein. Après, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Mais on n'a pas encore un truc. C'est pour ça qu'elle est beaucoup décriée en disant « oui, mais c'est pas scientifique ». Alors après, qui c'est qui détermine ce qui est scientifique ou pas? Moi, je le vois dans l'observation du résultat sur mes patients, sur mes clients, où je vois vraiment la transformation. D'accord, mais comment Hellinger en est-il arrivé à cette idée que ça fonctionnait, sa thérapie? Mais parce qu'en fait, dans l'observation des résultats des personnes, de leurs témoignages, par exemple, des guérisons de maladies, par exemple, alors là-dessus, je vais me faire peut-être des ennemis, par exemple, des cancers du sein qui se transmettent de mère en fille. Il y a quand même le facteur transgénérationnel, et il y a la génétique, oui. Et donc, c'est ce qui m'amène à l'épigénétique, que quand la personne elle a vécu un trauma, ces gènes peuvent se transformer. Ils peuvent changer, c'est ça l'épigénétique. Et donc, votre ADN et puis quelque chose qui va être transmis à votre descendance. Et donc, par exemple, par exemple, si on est dans une lignée de femmes où le féminin blessé, le féminin, il n'a pas le droit au chapitre. Le féminin qui est soumis, c'est-à-dire être femme. Donc c'est, vous savez, dans les cultures maghrébines, on en trouve beaucoup, hein, même méditerranéennes. Hein, en tant que mère, tu existes, mais en tant que femme, non, surtout pas. Donc tu es adolescente, ta poitrine qui commence à pousser, non, il faut la cacher. Couvre-toi. Non, il faut que tu aies une attitude. Mais quand tu deviens mère, c'est bon parce que le paradis est sous les pieds des mères, d'accord. Donc il y a cette image de la mère. Alors généreuse. La mère. Alors comment on l'appelle? Elle est généreuse parce que je fais ces gestes-là, donc j'ouvre les bras. Mais c'est la mère. Alors comment elle l'appelle? La grande mère. Voilà, ça c'est dans l'archétype de Jung. La grande mère. Donc c'est vraiment, elle est généreuse, elle a des formes, mais en fait c'est juste pour nourrir. C'est pas dans la sensualité au niveau sexuel. Et donc à partir du moment où donc on est dans une lignée de femmes où ce féminin est écrasé, dominé, soumis, nié, on peut déclencher après des cancers de l'utérus, des cancers du sein. Bon, je fais un raccourci rapide, hein, d'accord? C'est un peu plus complexe que ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre, et qu'à partir du moment où on vient poser, où on constelle par exemple là-dessus, pour connaître comment je peux mieux m'occuper de mon corps et pas porter les blessures de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, donc je vais consteller là-dessus et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi elle a... Quand vous dites je vais consteller là-dessus, c'est-à-dire que je pose la question, consteller là-dessus en disant... Vous êtes donc le constellateur. Vous êtes le constellateur. Donc c'est le thérapeute. Non. Là c'est le constellateur, il vient avec sa demande. Ah, le constellateur, c'est le patient. C'est c'est le client, le patient ou le client qui vient avec une question et avec une demande. D'accord. Et vous avez le thérapeute qui va aider l'animateur de la constellation. D'accord? Et il peut le faire soit à niveau individuel, c'est-à-dire la personne toute seule avec toutes les... L'animateur, il est à quelle place? Alors lui, il est plutôt en retrait et il observe tout le système. D'accord? Parce qu'il y a les intrications, on l'a dit. Il est à côté de celui qui va consteller, le constellateur. Et donc le système qui est représenté. Et avant ça, bien sûr, on dispose la salle. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nord, on met les points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. On va voir comment se passe une séance tout à l'heure. On essaye d'expliquer en quoi ça consiste, la constellation familiale. Oui. Voilà, nous parlons des constellations familiales systémiques ce matin avec Karima Chadibaou. Alors c'est ce qu'on appelle une thérapie brève. D'impact.
Une thérapie brève d'impact, donc elle fait partie des TCC. Bref, donc, alors TCC pour tout le monde. Alors thérapie comportementale et cognitive. Donc et thérapie brève, pourquoi ? Parce que alors brève, ça veut pas dire pas profonde, hein, parce que souvent les gens confondent. Brève dans le sens où l'outil est tellement puissant qu'on a du résultat assez rapidement. Bref, c'est-à-dire que les séances, votre thérapie ne va pas durer 15 ans. Hein. Et ça appartient aux thérapies familiales. Et ça appartient aux thérapies familiales. Ça va avec le transgénérationnel. C'est un des outils. Hein. Oui, un des outils de la thérapie familiale. Et en psychogénéalogie, qui va mobiliser donc les notions de psychodrame avec les jeux de rôle, qui va mobiliser les notions d'inconscient collectif, que chaque famille est régie par un champ de conscience collective, d'accord ? Donc où sont stockés les événements significatifs. C'est ça l'inconscient collectif. Hein. On a parlé donc il y a les traumas, les secrets de famille, les dettes, les réparations, tout ça. D'accord, on a parlé du père fondateur Bert Hellinger tout à l'heure. Donc lui, il a développé trois piliers, dans sa méthode. Donc il y a le droit d'appartenance, c'est-à-dire nous avons tous le droit d'appartenir à une famille, même quand on est un enfant adopté. On a sa famille d'adoption et on a ses parents biologiques. Donc c'est aussi un système, d'accord ? Donc là, l'être humain est un système à lui tout seul déjà. D'accord ? Donc là, ce qu'on appelle la cybernétique et la systémie entre ma tête, mon cœur et mon corps et le champ relationnel, tout ce qu'il y a autour de moi. Donc il y a le droit d'appartenance. Donc chaque personne, chaque membre de la famille a un droit légal légal et égal, les deux. C'est-à-dire que j'ai droit d'appartenir à cette famille, j'en fais partie. Parce que souvent, donc du coup, on va travailler aussi pour ceux qui ont été rejetés de la famille, qui ont été mis au banc de la famille, mais ils font toujours partie du système. Donc on travaille sur le système dans sa globalité. Et de la place que chacun occupe dans ce système. Exactement. Donc si un membre est rejeté ou oublié, comme je l'ai dit, ou qu'il est exclu, par exemple, elle a quitté la famille, elle est partie, elle a eu un bébé illégitime, par exemple. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, sur ces familles-là, par exemple. Eh bien, on dit, ah oui, mais j'ai oublié, il y avait ma sœur, elle. Par exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé avec une dame sur son génogramme, et elle me dit qu'ils sont 8. Et moi je lui dis, ah oui tiens, 8. Je dis, moi aussi on est 8. Donc, et après en travaillant elle me dit, et elle me donne, je lui dis, mais donnez-moi aussi ceux qui sont morts. Sur les 8 ils sont tous vivants. Elle me dit, ah oui non, il n'y en a que 8 survivants. En fait ils sont 11. Et je lui dis, mais tous ceux-là, mais ils ont leur place. Et elle me dit, mais j'y avais pas pensé, pour moi ils comptent plus. Je dis, mais bien sûr que si, ils comptent. Et la dame, sa problématique, c'est une question d'engagement, une question de... Et elle me dit, j'ai l'impression d'être toujours dans une répétition, toujours la même chose. Et elle avait entendu une autre émission sur le transgénérationnel, et c'est comme ça qu'elle est venue à moi, et pour me dire, voilà, j'ai envie vraiment là maintenant de me poser, travailler là-dessus, et de désactiver, de déverrouiller tous les blocages dans les nœuds, exactement. Bon. Donc le premier, le droit d'appartenance. Voilà. Le deuxième, on en a parlé un peu tout à l'heure en début d'émission, l'ordre hiérarchique. C'est ce que je disais, la personne, elle n'est pas la 4e de la fratrie, elle est finalement la 6e de la fratrie. Parce qu'il y a eu 2 enfants morts avant elle. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils n'existent plus. Non, ils existent. On porte les morts avec nous, encore. D'accord ? Ils ne sont plus là physiquement, mais ils sont encore là mentalement. Ils sont encore là émotionnellement. Et si on n'a pas réussi à faire le deuil de ces pertes, eh bien, on va les retrouver dans la constellation familiale. Donc, le droit d'appartenance, l'ordre hiérarchique, et le troisième, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Et dans les relations familiales, cet équilibre, il est nécessaire entre ce qui est donné, donc je fais le geste de non, je vois bien qu'on vous donne en haut. On me donne en haut de ce qui est donné et de ce qui est reçu et de ce que je vais en faire. Et je crois que c'était Albert Camus qui disait « Nous ne sommes pas responsables de ce que nos parents ont fait de nous, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons, de ce que nos parents ont fait de nous. » Je pense que c'est Camus qui disait ça. Donc quand il y a un déséquilibre trop grand entre donner et recevoir, eh bien ça peut créer des tensions émotionnelles ou des sentiments de culpabilité. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 principes qu'a développé Bert Hellinger. Tout à l'heure, je parlais aussi de l'intrication et que nous avons donc des relations, ça va avec ça. On parle aussi des loyautés invisibles, je pense qu'on en a, sauf si vous voulez qu'on revienne là-dessus, Philippe. Et les traumas transgénérationnels, les héritages transgénérationnels. Sur une manière
Et vous vous souvenez, Philippe, on avait fait il y a longtemps une émission sur détox émotionnel et on avait parlé du livre du docteur Sabeg et notamment du cancer qu'il avait eu, des testicules et qu'en fait c'était en lien avec son fils, il y avait quelque chose de l'ordre du transgénérationnel et qu'à partir du moment où on comprend le schéma ou qu'est-ce qu'on est en train de reproduire, eh bien on le désactive. Déjà on le bénit parce que c'est un schéma qui... Alors moi je suis pas pour, Philippe, moi je ne dis pas, quoi, vous savez les trucs qu'on voit sur Instagram, mais vous voulez dégommer vos croyances limitantes, on va faire tel et tel... Ça m'énerve. Vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que nos croyances limitantes, avant de devenir limitantes, elles ont été aidantes. L'être humain ne construit pas quelque chose, une représentation, sans qu'il en tire un bénéfice. Forcément, si une croyance, alors une croyance, quand je dis croyance, je ne parle pas de la croyance en Dieu, qui en est une aussi, mais une conviction personnelle, qui est forgée à partir de quoi? De mon expérience, de mon vécu et de ma compréhension de la situation. Eh bien, elle va venir, elle va me forger, elle va me construire. Par exemple, un enfant qui, quand il était petit, il y avait de la violence familiale dans la maison où le père ou la mère était violent, maltraitant. L'enfant va apprendre quoi? À se faire petit. Donc il va s'exprimer en disant je peux être en sécurité si et seulement si je me fais petit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il entend crier, hop, il se replie sur lui-même. Il se recroqueville, il va se cacher sous la table, ou il va rentrer dans son lit, ou il met ses écouteurs s'il est ado, il met son truc, il va aller dans son monde, dans sa bulle. Donc, manière de se protéger avec cette conviction que quand il y a du bruit à l'extérieur ou un danger, je me replie sur moi-même. Donc ça, il l'a appris quand il est petit. Il a grandi, ce monsieur ou cette fille. Elle devient adulte. Elle se retrouve en entreprise ou dans son couple. Et il y a un schéma qui vient le rappeler, lui dire, il y a des cris ou il y a quelque chose parce que c'est pas résolu. Parce que l'objectif, à ce moment-là, c'était protecteur. À ce moment-là, c'était aidant. Mais toi, tu as grandi, tu as continué à grandir. Mais ton esprit restait figé à cette période-là où tu as développé cette croyance que tu ne peux être en sécurité que quand tu te fais petit. Et puis là, il doit prendre la parole devant son public. Il a fait son PowerPoint. Il doit faire une présentation. Il va s'afficher. Il va s'exprimer devant tout le staff et tout le monde. Je prends l'exemple de l'entreprise. Et il arrive et là, il commence à avoir les mains moites, la voix qui sort pas, le trémolo dans la voix. Il se met à trembler. Ce qui est tout à fait normal d'abord. Oui, hein, oui, parce que quand on s'expose, bien sûr, on s'expose aussi au jugement des autres. Quand vous devez prendre la parole devant les autres, exactement. C'est pas comme faire de la radio. Hein. Alors si en plus vous devez prendre, donc déjà le contexte n'est pas évident parce qu'on s'expose, mais si en plus vous avez cette croyance, cette conviction personnelle que vous avez forgée, et là la personne est exposée, donc elle se dit je suis pas en sécurité, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va reproduire les schémas de son enfance, qui étaient aidants à l'époque, mais qu'aujourd'hui sont devenus limitants. Donc on ne va pas dégommer cette croyance, Philippe, on va simplement l'adapter, la transformer, parce qu'elle a contribué à me construire. Donc je ne peux pas venir et la jeter à la poubelle. Non, je la garde, je la fais se grandir et je remercie le petit enfant que j'ai été, qui a su trouver, qui a su s'adapter à la situation pour pouvoir survivre à cette situation, mais qu'aujourd'hui, il peut vivre. Et donc, les constellations familiales nous aident aussi à désamorcer et à déverrouiller ces convictions que l'on s'est forgées étant enfant ou qu'on a peut-être hérité de nos parents. Alors, une constellation familiale, c'est forcément collectif ou pas ? Alors c'est le collectif en le plupart. Groupe, enfin, alors Ellinger, il le faisait quand on a plein de livres où il raconte. Moi j'ai des livres de reprises de séminaires où il y a 400 personnes. Voilà. Alors moi je le fais personnellement. Par exemple là au mois de septembre, on a eu un séjour en Normandie avec des femmes et donc on était 10. 10 ou 11, je ne sais plus, en comptant les... Donc vraiment un petit comité. Voilà, oui, un bon comité. Voilà. Et puis j'avais pris 2 représentantes, j'ai dit vous constellerez pas, mais on va vous choisir comme représentante. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui disent non, moi j'ai pas envie d'aller découvrir le drame de ma vie, que je vais découvrir que celui-là il a eu ça, que l'autre a eu ça. J'ai pas envie de m'afficher devant les autres. Il y en a d'autres. Oui, mais vous savez Philippe, on est tellement pris avec notre propre histoire qu'en fait on ne fait plus attention aux autres. Et il y a l'espèce d'élan de solidarité et d'empathie qui va être soufflé sur tout le système. Je trouve ça magnifique. Parce qu'on sent une espèce de rahma, je vais le dire comme ça, un amour inconditionnel avec cette empathie qui va venir et qui va être, comment je vais dire ça, qui va souffler sur tout le système en fait.
Pourquoi ? Parce qu'on y va, il y a la bienveillance. Nos grands-parents ont fait comme ils ont pu. Nos parents ont fait comme ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, avec la compréhension qu'ils avaient de la situation. Ça ne veut pas dire que moi, aujourd'hui, je dois reproduire ça. Qu'aujourd'hui, je dois être maîtresse de ma vie. Et que je dois vivre ma vie, faire mes propres choix. Que je ne sois pas téléguidée par le choix d'une grand-mère parce qu'elle a vécu ça ou ça ou ça. D'accord ? Mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais c'est comme si le psychisme était resté bloqué à ce moment-là. Et qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire une réactualisation. De dire, mais moi, qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Et comment je le vis ? Être authentique avec soi et de bénir tous ceux qui m'ont précédé. Et d'être vraiment dans l'amour et la bienveillance. C'est pas un tribunal qu'on érige. Les constellations, c'est pas des tribunaux. C'est pas des tribunaux, pardon. Oh là là. C'est pas un tribunal. On vient dire, on assigne, on fait une assignation à comparaître de nos grands-parents et de dire, oui, toi, t'as fait ça. Oui, ben, t'as fait ça et ça et ça. Oui, mais là, il faut connaître sa famille. Pas forcément. Tout le monde ne connaît pas forcément sa famille. Enfin, toutes les. Non, mais Philippe, on a parlé de l'inconscient collectif, c'est-à-dire que nous portons tous en nous le système familial. Vraiment. Moi, la première constellation que j'avais fait, c'était au moment du décès, donc ça remonte à quelques années, en 2007. Ma grand-mère est décédée au mois de juillet, Allah yarhamha, ma grand-mère maternelle, et ma tante maternelle, la grande fille, la plus grande, et donc avec laquelle ma mère a grandi, parce qu'à l'époque, ils faisaient ça. La grande, quand elle se marie, la cadette, elle va pour l'aider, pour la soutenir. Voilà, et elle grandit avec elle. Et donc, elle est décédée 2 mois après ma grand-mère. Donc, c'était des matriarches toutes les deux, des femmes très puissantes. Et qui ont éduqué des générations et des générations d'hommes et de femmes qui ressemblent plus à des hommes, parce que la vie était dure et parce que il fallait... voilà, donc je ne vais pas raconter ma vie, mais simplement vous dire que... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et moi, dans la prochaine émission, on va raconter votre vie, carrément. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas intéressant. Elle est intéressante pour moi, mais pour nos auditeurs... donc voilà. Et donc, elles sont décédées à 2 mois d'intervalle. Et moi, j'avais mon stage... Donc ma tante est décédée en septembre et moi j'avais un stage, mon premier stage, donc j'avais repris mes études, c'était en 2007 et j'avais un stage de psychogénéalogie, de structure familiale. Voilà, bon le titre, je dis je pensais que j'allais faire un truc scolaire, pas du tout. Et je me retrouve dans ce stage à travailler et 2 femmes dans mon stage. Une, c'est le portrait craché de ma grand-mère, mais j'ai pas pu rentrer dans la salle. Ça m'a bouleversée. Et une, le portrait craché de ma tante. J'ai dit, bon Karima, c'est le moment d'y aller, dépassement de soi. Tu vas aller, tu vas travailler là-dessus. Donc du coup, j'ai travaillé, c'est là où j'ai découvert l'outil de constellation familiale et où j'ai pu réparer justement les blessures du féminin. Donc c'est là où je vais m'arrêter parce que sinon je vais... non, voilà. vous êtes bien rattrapé, mais j'ai cru qu'on allait avoir une petite larme en direct. Non. Et vous vous êtes rattrapé, mais à l'espace d'une demi-seconde. Oui, mais parce que vous êtes fin observateur. Non, mais c'était bien. Oui, mais parce que c'était très fort et pour moi, il y a eu un avant, un après parce que ça a déverrouillé plein de choses avec mes sœurs. La reprise des études de mes sœurs, il y a eu quelque chose de l'ordre de la réparation du féminin dans ma lignée. Des femmes. Des femmes. Et pour être une femme, tu n'as pas besoin d'être un homme. Et moi, c'était ça, tu n'as pas besoin d'être dur. Tu n'as pas besoin de t'anéantir toi-même. Et après, c'est une vision de l'homme. L'homme n'est pas forcément dur. Oui, non, mais ça, c'est une vision. On parle des représentations, c'est Philippe. Une représentation. C'est ma représentation que j'ai eue, avec laquelle j'ai été... Il y a des hommes qui ont des émotions. Mais bien sûr, et heureusement d'ailleurs. Si vous voulez qu'on en parle. Non, mon fils en a un. J'ai mon grand garçon. Ah. C'est le moment de parler de Zacharia. Zach a sauvé l'honneur, en fait. Et vous savez quoi ? Des filles, je suis la première à avoir eu un garçon. Toutes mes sœurs derrière, elles ont eu des garçons après derrière. Allez expliquer ça. Ça a déverrouillé quelque chose. Oui, ça a déverrouillé quelque chose. Et je vous ai dit, on est 3 thérapeutes dans la famille. Combien de séances ? Alors, ça peut être one shot, une séance sur une problématique. Et ça peut être, on peut faire plusieurs séances sur la problématique. Donc, on commence avec une question assez large et puis on peut affiner au fur et à mesure. C'est comme un peu l'effet entonnoir. Mais qui c'est qui pose la question ? C'est la personne, on lui dit qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et elle pose et on l'aide à poser la question avec une question toujours ouverte. Il ne faut pas qu'elle soit fermée. Parce que c'est pas oui ou non, mon grand-père il a trahi, il s'est marié avec 4 femmes et en fait la trahison dans ma famille, je vais aller régler les comptes avec mon grand-père. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que je dois comprendre dans mon système familial pour qu'il y ait eu telle ou telle chose. Voilà, un petit peu. Donc j'ai parlé, on a tout dit, Philippe ? Attention, c'est fini. Donc on fera la prochaine fois. Ah bon, c'est d'accord. Voilà, moi je pars toujours frustrée. Mais je sais, c'est bien. Mais la frustration, ça a du bon. Je sais que vous aimez ça. J'adore la frustration.
Le désir vient du manque. Oui. Travailler, c'est bien la frustration. Vous réécouterez, alors si vous voulez pas être frustré, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Oui. Et puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Avec vous verrez plaisir. Karima qui porte un collier en sable aujourd'hui. Oui, c'est du sable. C'est du sable. C'est du sable. C'est du vrai sable. Voilà. Du sable doux. Je crois que c'est de l'Amérique, par là-bas, là où il y a l'Amérique latine en fait. D'accord. Voilà. Tiens. Il y a un désert là-bas. C'est vrai ? Oui. Bon. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.